Bonjour à tous. On va démarrer dans une petite minute. Donc une session CIFUD sur la neurostimulation tibiale. Bon, il est l'heure. On va commencer. Donc le docteur Marianne Dessèze qui va nous parler des techniques, description des techniques et mécanismes d'action supposés de la neurostimulation tibiale en 15 minutes. Merci Marianne. Bonjour à tous, merci aux organisateurs d'avoir proposé cette communication introductrice en fait, sur la stimulation tibiale. Alors on connaît en fait depuis des années et des années l'intérêt de la stimulation électrique en urologie. Le principe global, c'est que l'activation d'une voie de conduction nerveuse peut stimuler ou inhiber et en cela moduler la conduction nerveuse d'une autre voie. Ça avait été illustré il y a déjà maintenant 40 ans par Lindström et Farrell qui avaient démontré que la stimulation électrique à basse fréquence des afférences vaginales chez l'animal permettait d'inhiber de manière centrale, ou en tout cas c'était ce qui était supposé, l'activité du détrusor par interaction du système sympathique. Et alors, ils avaient décrit des phases avec une décharge réflexe des nerfs hypogastriques, une inhibition centrale des voies afférentes du nerf pelvien qui aboutissait à une inhibition de la contraction du détrusor. Alors, depuis ces premiers travaux, de nombreux sites de stimulation ont été proposés en urologie, des stimulations vaginales, des stimulations pudendales, des stimulations du nerf dorsal de la verge, qui sont révélées peu applicables en pratique quotidienne. Est venue ensuite une autre modalité plus invasive avec du matériel implanté, qui était la stimulation des racines sacrées, qui existe toujours bien entendu, et puis ensuite la stimulation du nerf tibial, qui avait l'avantage d'être une technique non aussi invasive et conservatrice. Alors, le principe de cette neurostimulation tibiale, eh bien, c'est de stimuler à la cheville, à l'endroit où passe le nerf tibial, ce nerf, qui est un nerf mixte et qui contient des fibres L4-S3, originaires de segments qui sont impliqués dans l'innervation périnéale et l'innervation vésicale. Et la stimulation au pied est assez pratique à réaliser. Alors, les mécanismes d'action, ils sont encore discutés aujourd'hui. Initialement, 3 grands mécanismes avaient été proposés. Un effet direct sur l'effecteur musculaire, sur le détrusor lui-même, il semble assez peu validé. Une modulation réflexe par la stimulation des afférences, qu'elles soient périnéales ou des membres inférieurs. Et l'induction d'une neuroplasticité par la stimulation chronique. Alors, quelques arguments d'études expérimentales corroborent ces différents effets. Au plan local, il a été montré des modifications des mastocytes urinaires ou des récepteurs, notamment les récepteurs VR1, impliqués à la fois dans la douleur et dans la contractilité vésicale, des effets spinaux, notamment sur la protéine céphose, et peut-être ce qui est le plus marquant, c'est les effets supraspinaux, avec à la fois des arguments électrophysiologiques, mais également d'imagerie par IRM fonctionnelle, montrant qu'on pouvait modifier la cartographie de l'activation cortico-sous-corticale sous stimulation du nerf tibial postérieur chez des patientes présentant une hyperactivité vésicale. Alors, la description des techniques, historiquement, en fait, c'était Mike Guy en 1983 qui s'était inspiré de la médecine traditionnelle chinoise et qui basait son travail sur un point qui était connu de la médecine traditionnelle chinoise, qui s'appelle le point SP6, et qui était connu pour avoir une influence sur la vessie. Alors, il utilisait une aiguille fine et une stimulation électrique. Il obtenait une flexion des orteils et des réponses sensitives qui menaient à considérer que la position de l'aiguille était correcte, et il a utilisé ce mode de stimulation chez les 22 premiers patients qui avaient une hyperactivité vésicale d'origine neurogène avec un bénéfice clinique. Alors depuis, Amandine vous les décrira, de nombreuses autres publications ont corroboré ces premiers travaux. À l'issue de ce travail, les premières méthodes qui ont été décrites et publiées en tout cas, c'était la voie percutanée avec une aiguille par électrode implantée. C'est une aiguille 34 gauge qui est insérée classiquement à 60 degrés, 5 cm au-dessus de la malléole interne et qui est connectée à un stimulateur portable avec des intensités variables, des fréquences de 20 Hz et 200 microsecondes et des séances qui sont le plus généralement de 30 minutes, 1 à 3 fois par semaine, pendant au moins 12 semaines pour un premier cycle,
cycle, avec après la possibilité de répéter les cycles ultérieurement. Ces modes de stimulation se font en milieu médicalisé, ça n'est pas autonome, et en France, pour l'heure, nous ne disposons pas de ce type d'appareillage. Sont sur le point d'émerger, n'ont pas encore tous obtenu l'accord de la FDA, mais c'est en cours de validation, d'autres méthodes de dispositifs implantés, mais cette fois-ci en sous-cutané. Donc l'électrode reste sous la peau au regard de ce même point de stimulation, et la stimulation se fait de manière autonome pour le coup à la maison par un dispositif électromagnétique ou des dispositifs de transmission. Nous n'avons pas ces techniques une fois encore actuellement chez nous. Celle que nous avons en revanche et qui est maintenant largement utilisée en France, c'est la voie transcutanée par électrode adhésive, avec 2 électrodes qu'on place en position sus et sous-malléolaire interne, le long du nerf tibial. Ces électrodes sont reliées à un appareil portable externe qui peut être préprogrammé, avec une intensité variable utilisée par le patient, enfin choisie par le patient lui-même, de manière à ce que ça soit perceptible mais non douloureux. Et ce sont des stimulations, en tout cas pour le cycle initial, de 20 minutes par jour, au moins 3 mois, et c'est fait de manière totalement autonome par le patient. À l'issue de cette première séquence, il y a des modalités de stimulation au long cours qui sont variables et plus souvent adaptées à l'efficacité et aux besoins du patient, sans qu'il y ait de protocole consensus individualisé ce jour. Les premiers dispositifs par électrode adhésive, c'était ceux de Schwa Medico, c'est l'appareil Urostim, là, celui qui est sur la diapositive du haut, avec, donc lui c'est depuis les années 2000, et puis depuis l'année dernière, il y a un nouveau dispositif de cette même firme en wireless, donc qui permet de ne pas avoir le boîtier relié au fil, et donc d'être un peu plus pratique à utiliser. Et puis de nombreux nouveaux dispositifs sont apparus ces dernières années, avec pour l'heure une moindre validation. Il y a notamment le Tensi Plus, qui est un bracelet en fait autour de la cheville, ou le système Gecko, que nous n'avons pas encore en France, qui est lui-même un système unilatéral. Et puis vont arriver ces prochaines années des dispositifs mis dans des vêtements, alors des chaussettes ou des chevillères, avec un même mode de stimulation par voie transcutanée. Les études sont encore modestes, mais elles ne devraient pas tarder à apporter des résultats dans les années à venir. Voilà, donc ça pour dire que la stimulation tibiale aujourd'hui, c'est une option thérapeutique en plein essor. Il y a le développement de nombreux dispositifs de stimulation qui favorisent la faisabilité de ces technologies. Et aujourd'hui, on peut quand même considérer que c'est un moyen pratique et non invasif de moduler le réflexe mictionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne. Il y aura un temps de discussion à la fin de la session, donc on va faire toutes les présentations. Et donc le docteur Amandine Guinet-Lacoste de Lyon qui va présenter les indications de la stimulation tibiale chez la femme non neurologique présentant des troubles urinaires. Merci Amandine. Merci Marianne. Je tenais tout d'abord à préciser, donc moi je suis médecin de médecine physique réadaptation, donc je travaille en effet à Lyon. Et je travaille particulièrement dans une unité qui fait de la pelvipérinéologie, de la neurourologie. Mais donc là, on a axé cette présentation sur les troubles urinaires de la femme non neurologique. Marianne Dessès vient de vous le montrer. Quand on parle de stimulation tibiale, donc stimulation du nerf tibial, donc en périphérique, on a finalement dans la littérature 2 types de stimulation qui peuvent être mises en avant, à la fois la stimulation percutanée et transcutanée. J'ai pris le parti également pour cette présentation de vous présenter avant tout des études qui concernent la stimulation transcutanée, puisqu'en pratique clinique en France, encore une fois, comme elle vous l'a dit, c'est la stimulation que l'on utilise au plus. Et puis, ce qui a été montré dans 2 méta-analyses, cette première de 2021, c'est que finalement, il y a une efficacité quasiment comparable entre justement la stimulation du nerf tibial en percutané ou en transcutané, concernant l'amélioration de la symptomatologie des troubles urinaires et notamment concernant l'hyperactivité vésicale. Cette deuxième étude de 2021 également, mais donc une revue de la littérature avec d'autres études que celles des auteurs précédents, montrait également cette comparabilité d'efficacité, d'où encore une fois une présentation axée principalement sur la stimulation transcutanée. Quand on parle de troubles urinaires chez la femme non neurologique,
Je vais vous parler avant tout de syndrome clinique d'hyperactivité vésicale, donc vraiment ce syndrome qui associe un ensemble de symptômes, dont le symptôme clé est l'urgence mictionnelle, donc l'urgenturie, avec des patientes qui peuvent ensuite se plaindre de pollakiurie, de nicturie ou d'incontinence urinaire sur urgence. Et puis, j'ai également pris le parti de parler, pour que ce soit plus pratico-pratique encore une fois, de l'hyperactivité clinique dite idiopathique, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a, au-delà des femmes non neurologiques, on a également éliminé toute autre cause de syndrome clinique d'hyperactivité vésicale qui pourrait être endocrinologique, neuropsychologique, neuropsychiatrique, cause organique locale, urologique ou autre. Et en fin de présentation, je vous présenterai simplement une diapositive concernant la dysurie, donc chez la femme, encore une fois, non neurologique, enfin en tout cas chez des patients non neurologiques, puisque vous verrez que c'est une des indications concernant les troubles urinaires dont on parle de plus en plus pour l'utilisation de la stimulation tibiale transcutanée, mais avec finalement dans la littérature très peu d'études quand on parle véritablement de cette modalité de stimulation-là chez des patients non neurologiques. Syndrome clinique d'hyperactivité vésicale, je ne vous apprends rien probablement, 10 à 17% de la population générale, une prévalence qui augmente avec l'âge, qui touche principalement le sexe féminin, et puis pour des patients au-delà de 75 ans, plus d'un tiers de la population qui présentera ou qui présente une symptomatologie clinique dite anciennement irritative. En pratique clinique quotidienne, notre arsenal thérapeutique il est assez varié pour traiter le syndrome clinique d'hyperactivité vésicale dit idiopathique, encore une fois chez la femme non neurologique, principalement c'est ce que je vous présente ici. On part avec des règles hygiéno-diététiques, quelles qu'elles soient, des conseils de règles hygiéno-diététiques, une hormonothérapie locale, de la rééducation périnéale, des traitements médicamenteux, tels que des traitements anticholinergiques, des traitements un peu plus récents, tels que les bêta-3 mimétiques ou bêta-3 adrénergiques. Et puis, souvent, dans notre arsenal thérapeutique concernant la prise en charge de cette stimulation, de ces troubles urinaires, d'hyperactivité vésicale, la neurostimulation tibiale. Au-delà de ça, on a donc d'autres prises en charge qui sont finalement plus invasives ou qu'on prend souvent, nous en tout cas en France, en pratique clinique quotidienne, comme des traitements dits de seconde ligne, que peuvent être par exemple des injections de toxines botuliques intradétrusoriennes, la fameuse neuromodulation sacrée dont vous a parlé également Marianne, et puis éventuellement dans des cas extrêmes pour les hyperactivités dites idiopathiques, de chirurgie type entérocytoplastie ou autre, on n'abordera pas du tout ça ici. Donc encore une fois, en pratique clinique quotidienne, en France en tout cas, cette neurostimulation tibiale transcutanée est souvent utilisée en première ligne de traitement. Et pourtant, quand on regarde les recommandations actuelles, que ce soit l'AUA en 2019, que ce soit l'EAU en 2020 ou même l'AFU en 2010, finalement, la neurostimulation tibiale transcutanée apparaît souvent en deuxième ligne pour, par exemple, l'EAU. Vous le voyez dans le tableau en bas, il le propose avec un avis expert fort d'utiliser cette stimulation tibiale transcutanée en cas d'échec de mise en place de thérapeutiques telles que les traitements anticholinergiques pour le traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique. L'AUA met même cette stimulation périphérique en troisième ligne de traitement, au même niveau finalement que la neuromodulation sacrée ou les injections intradétrusoriennes de toxines botuliques. Dans les recommandations de l'AFU en 2010, n'est même pas mentionnée l'utilisation de la neurostimulation tibiale transcutanée, donc périphérique. Et pourtant, en tout cas, on s'en rend compte en pratique clinique quotidienne, il semblerait que l'utilisation de la stimulation transcutanée du nerf tibial est efficace pour le traitement des syndromes cliniques d'hyperactivité vésicale d'origine idiopathique. 2017, finalement, quand on regarde dans la littérature et qu'on cherche véritablement des études qui parlent de stimulation transcutanée, on est assez rapidement limité par des études où tout est mélangé, le percutané, le transcutané. Et puis où l'ensemble également des pathologies sont mélangées, du neurologique, du non neurologique. Donc quand on fait un tri dans l'ensemble de la littérature, on se rend compte qu'en fait, il y a peu d'articles qui peuvent vraiment mettre en avant une spécificité d'avoir étudié, comme cette revue de la littérature, la stimulation transcutanée avant tout, et notamment chez des patientes là, qui avaient un syndrome clinique d'hyperactivité vésicale dite idiopathique. Et en tout cas, dans cette étude-là, qui collige 629 patients, avec certes des protocoles de stimulation variables, c'est aussi un des biais, on y reviendra sur cette stimulation-là, une amélioration clinique des troubles qui, vous voyez, est également très hétérogène, entre 48 et 93%. Quand on compare avec les traitements de première ligne qu'on a également dans notre arsenal thérapeutique pour ces symptomatologies cliniques, et notamment par exemple avec les traitements anticholinergiques, on a cette méta-analyse de 2021
qui compare dans 6 études, 291 patients au total, la stimulation périphérique, donc du nerf tibial, versus les anticholinergiques. Attention, dans cette revue de la littérature où il y a 6 études, il y en a une seule finalement, quand on regarde dans le détail, qui parle vraiment de stimulation transcutanée, mais qui quand même, quand on regarde le forest plot, semble tendre vers une efficacité comparable, au moins comparable, si ce n'est même, on a l'impression, meilleure, d'après leur forest plot, entre traitement anticholinergique et stimulation transcutanée, nerf tibial pour l'hyperactivité vésicale idiopathique. Au-delà de ça, on peut après trouver d'autres études où ils parlent d'anticholinergique, mais également d'association de traitement. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, pour la pratique clinique. Vous avez cette étude de 2014 qui met en avant, finalement, avec 75 patients, donc ça reste des petits effectifs, 3 groupes, ça fait 25 patients par groupe. C'est une étude certes randomisée, mais néanmoins qui comparait l'efficacité de stimulation tibiale versus de l'oxybutynyl LP, qu'on n'a pas en France, mais en tout cas là qui n'était pas une étude française, versus un groupe avec donc, du multimodal, donc l'association de ces 2 thérapeutiques-là, et qui tend à aller vers une amélioration statistiquement significative, en tout cas une meilleure efficacité sur la symptomatologie d'urgence mictionnelle de l'association multimodale comparativement à l'utilisation seule des 2 autres prises en charge. Dans les traitements de première ligne, on a aussi la rééducation du périnée. Donc j'ai trouvé 2 articles. Ce premier article, pareil, 67 patients, encore faible effectif, mais donc 3 groupes randomisés. 22 patientes qui avaient des conseils règles lignodiététiques, 24 patientes qui avaient associé à ces conseils de la rééducation du périnée. Donc on leur apprenait à réaliser de manière autonome des contractions du périnée, à la fois des contractions lentes avec des temps de repos, puis après des contractions rapides. Et puis étaient associées pour 21 patientes également dans le 3e groupe de la stimulation tibiale transcutanée. On n'est pas étonné sur le fait qu'avec l'étude du catalogue mictionnel comparatif et également d'un questionnaire, pour le coup, là, de retentissement social de la symptomatologie urinaire, on ait une efficacité comparable finalement sur ces 3 traitements de première ligne avec une amélioration clinique en vie quotidienne de ces patientes sur cette symptomatologie-là. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois cette histoire de multimodal, puisque finalement c'est dans le groupe 3 qu'on a une amélioration statistiquement significative encore meilleure sur notamment l'impact que pourraient avoir les troubles urinaires sur le plan social et avec des patientes plus satisfaites en tout cas de cette association thérapeutique que si elles n'avaient une seule des 3 modalités. Celle-ci, donc 60 patientes, qui comparaient donc encore une fois donc du bladder training, pareil, on leur apprenait à réaliser des contractions périnéales au domicile, et avec de la même manière des groupes randomisés avec des femmes qui avaient simplement le bladder training, des femmes qui avaient bladder training et stimulation percutanée, vous le voyez au centre, et puis ensuite le 3e groupe c'était bladder training et stimulation transcutanée. De la même manière, on avait une amélioration de la symptomatologie clinique d'hyperactivité vésicale chez ces patientes-là, quelle que soit la modalité, avec, encore une fois, une meilleure efficacité, semble-t-il, sur la symptomatologie d'urgence mictionnelle, notamment pour les groupes associant bladder training et stimulation périphérique, et avec, pour le groupe qui avait de la stimulation transcutanée, une meilleure acceptabilité de cette prise en charge comparativement à la prise en charge percutanée. Donc au-delà d'être efficace, en tout cas on a l'impression, sur le plan clinique, elle est également bien tolérée, cette stimulation tibiale périphérique. On connaît les limites actuelles des traitements anticholinergiques et des effets secondaires que cela peut induire chez nos patients et patientes, notamment si on parle de stopo. Eh bien, dans cette revue de la littérature donc, je vous ai présenté tout à l'heure, il comparait les patientes qui arrêtaient les traitements pour cause justement de mauvaise tolérance et d'effets secondaires trop importants. Et on voyait que finalement, l'arrêt du traitement était plutôt pour les groupes des patientes qui étaient sous traitement anticholinergique et que les patientes qui avaient la stimulation transcutanée arrêtaient moins fréquemment le traitement de manière statistiquement significative comparé donc à l'autre groupe. Donc semble-t-il une prise en charge mieux tolérée et mieux acceptée également, avec cette étude récente là, de 2021 qui essaye d'évaluer quel serait le traitement qu'ils appellent le plus patient-friendly. Alors, je ne savais pas trop comment vous le traduire, mais je trouvais que le terme anglais, finalement, était bon et je n'ai pas tellement cherché de traduction. Et l'idée était justement de vérifier qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour la patiente en termes d'acceptabilité dans sa prise en charge de ces troubles urinaires idiopathiques. Et donc, 40 patients, 58 ans en moyenne. 32% des patients avaient déjà expérimenté un traitement arrêté du fait des effets secondaires et de la mauvaise tolérance. Et finalement, sur cette stimulation transcutanée donc du nerf tibial, une meilleure,
une stimulation étiquetée et une prise en charge plus confortable et avec moins d'inconvénients, les drawbacks dans le schéma de droite, que ne l'étaient les autres thérapeutiques déjà utilisées auparavant. Cette étude-là aussi, simplement, c'était des verbatims. J'ai trouvé ça intéressant. Ils avaient randomisé des patientes qui utilisaient la stimulation transcutanée, que ce soit à l'hôpital. Alors, je me suis dit que c'était sûrement avant du percutané et qu'ils avaient transformé récemment du coup en l'utilisant en transcutané et qu'ils avaient sûrement peu l'habitude de l'utiliser au domicile comme nous. Donc, ils mettaient vraiment en avant cette utilisation domicile versus hôpital et avec des patientes qui clairement sur cette stimulation transcutanée utilisée au domicile mettaient en avant le fait que c'était une machine simple d'utilisation, qu'elles pouvaient faire autre chose pendant qu'elles utilisaient la machine et donc encore une fois c'était quelque chose qui était très, très bien accepté pour la prise en charge de leurs troubles urinaires. Il y a des limites, bien sûr. Alors, les premières limites, c'est le manque de puissance de toutes les études que je vous ai présentées. Vous voyez que c'est toujours des tout petits groupes de patients qui sont comparés, 20-25 patientes. Des problèmes de standardisation, Marianne de Sèze vous l'a dit, en termes de protocole. Dans les études, il y a énormément de protocoles différents. On est toujours sur des basses fréquences, en revanche, de 10 à 20 Hz, mais en revanche, ça peut être de 1 à 3 fois par semaine, rarement tous les jours. Alors que nous, en France, c'est vrai qu'on prescrit, on vous en parlera après, mais en tout cas, cette stimulation transcutanée de manière souvent quotidienne, posant peut-être aussi la question de la compliance et de l'adhésion à cette thérapeutique sur du moyen et long terme, qui peut être une des limites d'utilisation. Et puis surtout qu'en fait, il y a peu d'études françaises qui sont publiées vraiment avec notre protocole français transcutané pour le traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique. Et je termine donc avec juste cette diapo. Je t'ai dit que je vous dirais un mot sur la dysurie. Pareil, quand on regarde dans la littérature et qu'on cherche véritablement patients non neurologiques, adultes, utilisant donc la stimulation transcutanée du nerf tibial, en fait, j'ai trouvé 7 articles, et avec un article randomisé, avec une étude randomisée si possible, en fait, j'ai trouvé 7 articles, celui-là seulement. Les autres que j'avais trouvés, il y avait tout le temps soit du percutané, soit c'était chez l'enfant, soit il y avait... Et donc dans cette étude-là, en tout cas, il y a des neuros, mais il y a aussi autre chose. Donc, pour essayer de mettre en avant, justement, est-ce que cette stimulation peut avoir un effet sur la dysurie? En tout cas, dans cette étude, de manière statistiquement significative, il semblerait que des patients qui présentaient une rétention urinaire préalablement à l'utilisation de la machine présentaient finalement, ensuite, après utilisation de cette stimulation, un volume uriné plus élevé, donc a priori moins de rétention, mais encore une fois c'est clairement à vérifier par d'autres études. Donc en conclusion, je ne sais pas si ici certains utilisent vraiment en première ligne la stimulation transcutanée, mais je pense que c'est clairement une prise en charge qu'il ne faut pas hésiter à utiliser chez nos patientes avec des troubles idiopathiques, ça peut être une bonne alternative au traitement médicamenteux, notamment quand vous avez des risques d'effets secondaires, que je n'ai pas détaillé mais que vous connaissez sous anticholinergiques. Et puis penser, je pense, à l'effet multimodal. Ne pas hésiter d'associer, s'il le faut, de la rééducation du périnée. D'ailleurs, je pense qu'il y a des kinés qui le font probablement, peut-être même en séance. Rééducation du périnée, stimulation tibiale périphérique, plus ou moins anticholinergique, si vous le souhaitiez. Voilà, je vous remercie. Merci Amandine. On enchaînera donc les différentes questions. Et c'est donc maintenant le professeur Guillaume Meurette qui va nous parler des indications chez la femme non neurologique avec troubles anorectaux. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre le relais. Remercier aussi à mon tour le comité de la CIFUD et puis Amandine et Marianne pour leur invitation à parler des troubles anorectaux. C'est toujours un plaisir de parler de troubles anorectaux. Vous verrez, ça détend en général aussi l'ambiance. En débutant avec ces différents dispositifs, alors côté coloproctologique, on fait la même expérience qu'en urologie ou que dans les différentes autres indications, c'est qu'on a plusieurs dispositifs. Alors, on est obligé de les garder un petit peu ensemble parce qu'effectivement, en France, on n'a pas la technologie percutanée, on utilise le transcutané, mais les publications sont rapportent plutôt l'expérience avec le percutané. Et en France, on l'a eu, mais plutôt pour participer à des études, et on ne l'a pas actuellement non plus. L'avantage aussi du percutané, c'est qu'il rend le patient assez captif, puisque souvent c'est fait en milieu médical, donc on est sûr que la compliance au traitement est bonne, alors qu'avec le transcutané, c'est un petit peu plus difficile. Bien qu'on l'a ébauché aussi un petit peu dans les présentations précédentes, on a des dispositifs aujourd'hui avec des connexions et des applications qui permettent de suivre un petit peu les patients en temps réel et voir qu'ils assurent bien les différentes séances et qu'ils remplissent aussi leur traitement intégralement. Alors, côté digestif, et en particulier dans la sphère anorectale, on se réfère au traitement qui est pour nous la référence,
qu'est la neuromodulation des racines sacrées, qui a mis à peu près 20 ans à démontrer définitivement son efficacité, mais qui est quand même régulièrement remise en cause. Alors je vous montre quand même les résultats, parce que ce sont des résultats qui sont a priori les meilleurs résultats qu'on ait pu obtenir aujourd'hui dans le traitement de l'incontinence anale idiopathique. Alors on ne peut pas dire non neurologique, parce qu'il y a toujours un facteur neurologique dans l'incontinence anale, mais en tout cas pas chez des patients neurologiques. Et on a revu récemment avec un registre qui avait été une injonction aussi du ministère pour pouvoir obtenir le remboursement de cette technologie, pour être certain qu'il y ait un service rendu pour les patients. Et vous voyez qu'en implantant ici un collectif assez significatif avec des neurostimulateurs, on montre qu'on diminue de façon très significative les pertes, on améliore la qualité de vie, et puis une donnée qu'on retrouve un peu moins dans la littérature parce qu'elle est moins investiguée dans la sphère anorectale que sur le versant incontinence urinaire, c'est la capacité de différer les exonérations. C'est un petit peu plus difficile à bien saisir, mais on voit bien qu'avec ce traitement, on limite les urgences. Donc c'est aussi un plaidoyer pour poursuivre la recherche dans le domaine de la neurostimulation, et ce qui rend aussi tout l'intérêt pour la stimulation non invasive comme la neurostimulation tibiale. Alors il y a quelques années, on avait effectué dans le service un travail de comparaison, puisqu'on avait eu l'opportunité de tester la stimulation percutanée tibiale, et on l'avait comparé avec une série un petit peu historique de neuromodulation sacrée. Vous voyez que c'est assez intéressant parce que finalement, dans les limites d'une étude comparative qui n'était pas randomisée, mais on avait de la peine à montrer véritablement une différence entre la neuromodulation sacrée, qui pour le coup est validée, et puis la neurostimulation tibiale. Bien que quand on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y avait quand même plus de gains en termes de bénéfices de score d'incontinence dans le groupe de neuromodulation par rapport à la neurostimulation tibiale, mais quand on regardait la qualité de vie des patients, même quand on focalisait sur la qualité de vie en lien avec les troubles digestifs, on ne voyait pas véritablement de différence. Donc ça a été aussi un moteur pour pouvoir poursuivre la recherche. Alors depuis ces années, il y a différentes études qui ont été publiées avec de l'evidence-based medicine. Alors vous savez, aujourd'hui, on publie les essais randomisés avant de les faire, et puis après les avoir faits, ce qui permet d'augmenter le nombre de publications, mais ce qui aussi évite probablement les doublons dans les équipes, et puis de pêcher des idées aussi ailleurs. Et donc ici, vous avez une équipe nord-européenne qui avait publié l'essai prospectif randomisé pour pouvoir démontrer l'intérêt de cette neurostimulation. Et l'essai était très bien designé puisqu'on le compare à une fausse neurostimulation. Vous savez qu'on a des petits dispositifs pour rendre un peu piquant aussi la région percutanée pour simuler une stimulation électrique qui n'en est en fait pas une. Donc on peut faire des designs d'études qui sont assez intéressants. Et donc tout semblait extrêmement bien ficelé, au moins sur le plan méthodologique. Et en fait, 3 ans plus tard, et donc ils ont été efficaces, ils ont publié l'essai prospectif randomisé, et en fait ils n'ont pas démontré de différence entre la neurostimulation tibiale qui était percutanée et le groupe, on va dire placebo, enfin sham, celui qui avait la fausse stimulation. Et en fait, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de dire qu'elle est négative, parce qu'il n'y a pas de différence, mais c'est que tout le monde a été surpris, et on est toujours surpris de l'efficacité du groupe placebo, qui est quand même le meilleur traitement au monde, quand même, le groupe placebo, au moins dans le fonctionnel, mais je peux vous dire, même en pathologie digestive, même dans les maladies organiques comme la maladie de Crohn, on a des effets des groupes placebo qui arrivent à monter à 30-40% d'efficacité en termes de guérison de lésions de Crohn. Et on sous-estime toujours l'efficacité du groupe contrôle dans les essais. Donc, bon, un des premiers messages que je voudrais délivrer, c'est que si on continue les études et si on veut finir par démontrer vraiment une efficacité, il faut définitivement qu'on pense que l'effet placebo, il est au moins 2 fois plus important que celui dont on émet l'hypothèse quand on design l'étude. Alors effectivement, il faut beaucoup plus de malades, mais je crois qu'il faut être honnête, puis arrêter de penser que l'effet placebo ne fonctionne pas, il marche très 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 bien. Alors quand même, quand on regarde, on dispose d'une méta-analyse, puisqu'il y a peu d'essais, il y a 5 essais prospectifs randomisés de la stimulation tibiale, essentiellement percutanée, mais aussi transcutanée pour une étude française, qui sont des essais randomisés, qui, quand on fait la méta-analyse, gomme un peu cet effet placebo, le minimise un petit peu, et montre qu'on a quand même des bénéfices en termes de pertes. Donc ça, c'est quand même un message positif à faire passer, même si on reste prudent, puisque dans ce domaine,
L'effet placebo contamine aussi le groupe expérimental puisque le fait de bien s'occuper des patients entraîne aussi une efficacité thérapeutique. Donc c'est très difficile de démêler le faux du vrai, mais on a l'impression qu'il y a quand même une tendance. Alors les recommandations en pathologie digestive disent globalement que cette approche thérapeutique est validée, plutôt en deuxième intention, mais dans le domaine de l'incontinence anale, la première intention regroupe essentiellement des mesures conservatrices qui ne sont absolument pas invasives, c'est-à-dire essentiellement les règles diététiques, le régime alimentaire, les traitements et les médicaments freinateurs du transit, comme le loperamide et la codéine. Et globalement, c'est vraiment la première approche non invasive. Donc quand on s'intéresse à une approche invasive, on arrive tout de suite en deuxième ligne de traitement. Et à ce moment-là, on met un petit peu sur le même pied d'égalité le recours à ces méthodes, on va dire, mini-invasives. En gros, les irrigations coliques transanales et la neurostimulation tibiale, et puis la stratégie un petit peu plus agressive, comme la neurostimulation des racines sacrées, et puis a fortiori la stomie, puisque ça reste quand même une approche validée dans l'algorithme de prise en charge de l'incontinence anale. Donc voilà pour l'incontinence. Une des limites de l'utilisation et de la reconnaissance de cette approche thérapeutique, c'est que finalement, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des idées un peu physiologiques ou physiopathologiques, mais malheureusement, dans la sphère anorectale, ce à quoi on se réfère comme validation physiologique, comme effet thérapeutique, c'est souvent la manométrie anorectale. Et en ce qui concerne la neurostimulation tibiale, on n'a pas d'essai qui ait permis de démontrer qu'on modifiait les paramètres de la manométrie anorectale, que ce soit la capacité, la compliance rectale, le volume maximum tolérable, le volume de perception du besoin lorsqu'on remplit le rectum. Donc la neurostimulation, finalement, n'a pas véritablement réussi à démontrer un effet. La seule chose qu'on ait pu démontrer dans cette étude, c'est qu'on avait une impression d'allonger la longueur du canal anal. Le canal anal est cette petite portion transpérinéale du tube digestif qui vient s'ouvrir au périnée, qui est entouré et cerclé des deux appareils sphinctériens. Et manométriquement, on a une zone d'hyperpression, et cette zone d'hyperpression est assez variable dans sa longueur. Et on sait que quand cette longueur d'hyperpression au repos augmente, on a une meilleure continence, en particulier au repos, on a moins de fuite, ce qui est assez logique. Et donc c'est la seule donnée un peu objective qui a été démontrée avec la neurostimulation tibiale, c'est qu'on avait un allongement de ce sphincter manométrique, ce qui est un petit peu décevant parce qu'on aurait aimé pouvoir démontrer beaucoup d'autres effets, parce qu'on a beaucoup d'hypothèses, mais finalement assez peu de preuves d'efficacité. Alors, est-ce qu'il existe d'autres indications ? Alors, ces autres indications sont beaucoup moins évaluées que l'incontinence anale, mais on a des études, en particulier dans la fissure anale. La fissure anale, vous savez, c'est cette petite plaie qui est commissurale postérieure et que vous ressentez lorsque vous en avez une, au moment où vous allez à la selle, et qui s'exprime sous forme d'une douleur exquise. C'est quasiment pathognomonique, comme une lame de rasoir au moment de l'évacuation de la selle. Et puis ensuite, on a une petite période d'accalmie qu'on dit traîtresse. Et ensuite, il y a une résurgence d'une douleur quasi syncopale pendant à peu près 1 heure. Quand on interroge les patients, et certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu cette période, parce que c'est assez fréquent, la fissure anale, c'est vraiment très typique, pathognomonique, cet aspect en double pic de survenue de la douleur. Et en fait, pour la fissure anale, on a assez peu de traitements. On peut faire de la chirurgie qui consiste à sauvagement, je vais dire, sectionner une petite partie du sphincter, ce qui était extrêmement efficace sur la fissure anale, mais qui forcément fragilise un petit peu l'appareil sphinctérien. Donc on est très demandeur d'alternatives. Et la neurostimulation tibiale a été testée dans cette approche. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'études, 5 études, mais elle montre quand même des pistes qui sont assez satisfaisantes, et ce qui corrobore bien aussi l'idée que ça a une action, on va dire, sur l'appareil sphinctérien. Et avec les données manométriques précédentes, si on a une modulation de cette pression sphinctérienne, probablement qu'on peut avoir un effet positif. Et je fais un petit peu le lien avec les présentations suivantes. Il y a peut-être aussi un effet purement antalgique qui va être lié à cette neurostimulation tibiale, parce que l'expression principale de la fissure anale, c'est la douleur. Et donc, c'est aussi la cible des traitements. Donc là, voilà une piste, mais vous voyez que les résultats sont encore très préliminaires, avec des suivis qui sont pas très longs. Souvent, c'est au bout de 3 mois qu'on juge de l'efficacité, alors qu'on sait que ça récidive plus tard. Mais globalement, à peu près 2 tiers des patients sont bien améliorés par cette approche dans la fissure anale.
Une autre piste est le syndrome de résection antérieure du rectum. Alors ça, c'est extrêmement à la mode. On a aujourd'hui dépassé beaucoup de limites en termes de traitement curatif du cancer du rectum. C'est-à-dire qu'on opère de plus en plus de patients et puis on descend de plus en plus bas. Donc on retire de plus en plus de rectum. Et l'appareil qu'on vient anastomoser à la partie distale du rectum, c'est le côlon. Et le côlon ne sera jamais comme un rectum. Et donc les gens souffrent, après amputation du réservoir rectal, d'un syndrome de résection antérieure du rectum qui associe ce qu'on appelle des fragmentations des selles, des troubles de continence et puis des douleurs au moment des exonérations. Et on a beaucoup de mal à améliorer ces patients. C'est principalement lié à l'amputation du réservoir, mais aussi aux blessures neurologiques qui ont été faites par les rayons avant l'intervention et par l'intervention chirurgicale. Donc c'est un petit peu la rançon du succès du traitement curatif du cancer du rectum, c'est que les patients sont très handicapés. Et parmi les pistes d'amélioration, la neurostimulation tibiale a montré qu'elle avait des effets dans ces indications. Alors, on dispose de 3 essais prospectifs randomisés, mais vous voyez que sur les 3, on peut engommer a priori 2 qui déjà n'ont pas de groupe contrôle fiable, puisqu'il n'y a pas de groupe sham. C'est neurostimulation tibiale contre traitement conservateur ou irrigation colique. Et donc, quand on pense à l'effet purement placebo de l'approche, je crois qu'il faut vraiment un bras dans lequel on ait le sham le plus proche possible de la neurostimulation tibiale. C'est ce qu'a fait l'équipe de Marinello, la dernière publication, et c'est celle qui avait le plus d'effectifs, où là, on avait vraiment un essai prospectif en double aveugle avec un effet sham qui était le plus proche de la réalité. Et vous voyez que c'est intéressant parce que c'est la seule étude qui a démontré en fait un bénéfice. Elle a montré que dans le groupe des patients qui recevaient cette neurostimulation tibiale, on améliorait le score de résection antérieure du rectum, qui est un score qui est un score composite, qui tient compte de la continence, mais aussi de la capacité de différer les exonérations, de la dyschésie et de la fragmentation des selles. Donc vous voyez, chez ces patients, on a l'impression qu'on a aussi un effet positif de la neurostimulation tibiale, ce qui ajoute encore au faisceau d'arguments et possiblement pourrait représenter une indication supplémentaire. Et puis je termine en ouvrant la voie avec d'autres approches. Alors c'est aussi très à la mode, mais alors là on n'a vraiment pas grand-chose, mais vous savez, l'effet anti-inflammatoire de la stimulation vagale fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de projets de recherche en pathologie digestive dans les maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Et en fait, l'aspect plus distal, sacré, a aussi probablement un effet parasympathique et peut aussi stimuler des effets anti-inflammatoires. Et à ce titre-là, on commence à voir des études qui évaluent l'effet de la neurostimulation tibiale dans ces approches. La neurostimulation sacrée, on sait maintenant, a un effet, mais la neurostimulation tibiale non invasive pourrait être un complément des traitements anti-inflammatoires chez ces patients. Mais là, on est vraiment encore à un stade très préliminaire. Alors pour conclure, je dirais, pour essayer d'être prudent, mais quand même optimiste, que la neurostimulation représente une option qui est vraiment pertinente dans les troubles fonctionnels anorectaux. Clairement, le mécanisme d'action reste encore obscur. En regard des nombreuses hypothèses, on a quand même peu de preuves à mettre en regard. Mais ça n'empêche que le recours à cette approche est croissant, surtout dans la continence anale. Et d'autres indications sont encore en cours d'évaluation, mais avec des résultats prometteurs. Et je crois qu'il faut vraiment s'y intéresser au vu aussi de l'effet un peu plus général et sociétal de l'électrostimulation. C'est aujourd'hui très à la mode. Il faut poursuivre des essais scientifiques, on va dire, basés sur des études avec un bon design, parce que sinon on va se faire doubler par des dispositifs médicaux qui vont être commercialisés et qui vont probablement remplir le marché avant qu'on ait pu prouver véritablement leur mode d'action ou l'efficacité. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Donc, le docteur Vattier va maintenant vous parler de la stimulation tibiale chez les femmes non neurologiques avec douleur pelvipérinéale. Il y avait une erreur sur le... Pardon, vous avez la... voilà. Non, c'est parce que j'ai des yeux un peu pourris.
Bien, donc je vais essayer de vous parler de ce qu'on m'a demandé. Indication chez la femme non neurologique avec des douleurs pelvipérinéales. Et donc, il s'agit bien de douleurs dont je vais essayer de vous parler. Si je fais tibial neurostimulation sur PubMed, j'arrive à 72 résultats. Si j'essaye de mettre de pelvic pain associé, j'arrive à 4 résultats. Et si je prends des travaux randomisés, je n'ai pas de résultats. Donc, avec ça, eh bien voilà, j'ai fini et je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que la douleur? C'est là où ça commence à se compliquer. La définition officielle du IASP, c'est quoi? C'est expérience sensorielle, ça vous savez, et émotionnelle, ça vous savez aussi, désagréable, vous savez toujours, associée ou ressemblant, et là c'est déjà moins sûr, à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc ça peut très bien ne pas exister, mais exister quand même, et c'est ça qui pose problème. En tous les cas, c'est toujours une expérience personnelle. C'est toujours une expérience subjective, et je rappelle souvent que la subjectivité est à la fois chez le patient, mais aussi chez le médecin. Et donc, il y a des tas de facteurs qui interviennent, la couleur de votre maison et les facteurs environnementaux, quels qu'ils soient. Bien distinguer nociception et douleur. La douleur, c'est quelque chose d'intégré au niveau supérieur. La nociception, ça reste du neurone et de la transmission neuronale. Et puis la douleur, c'est toujours une expérience de vie. Donc ce qui s'est passé il y a 40 ans, ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans, eh bien aura une influence nette et manifeste sur l'expression que vous aurez de cette symptomatologie douloureuse. Et donc une douleur pelvipérinéale. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le pelvipériné, donc j'ai regardé un petit peu. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans, avec du tractus urinaire, un appareil génital, bon, là, en l'occurrence féminin, et des manifestations gastro-intestinales, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes neurologiques. Hein. Alors, tout le monde connaît le pudendal. Alors, si on commençait par éliminer tous les faux pudendaux, ça serait déjà pas mal, parce qu'il y en a un paquet. Et puis, il y a du côté psychologique des choses qui se passent aussi à ce niveau-là. Et en fait, le sexuel pourrait également avoir une influence sur les manifestations douloureuses que l'on peut vivre. Donc, beaucoup de choses. Et si on parle de neurostimulation, eh bien, on va essayer de parler d'innervation. Avec une innervation pelvipérinéale dont vous savez qu'elle est particulièrement complexe, et suffisamment complexe pour impliquer un mélange d'issues nerveuses et donc des douleurs référées qui sont importantes. Il y a 20% de l'innervation du côlon qui est médiée par des nerfs qui habituellement s'intéressent au génital et à l'arbre urinaire. Donc une association de malfaiteurs qui fait que vous aurez immanquablement mal à l'intestin si vous avez une pathologie vaginale et inversement. Donc, cette sensibilisation, elle se fait à la fois au niveau local, mais elle se fait également au niveau régional, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre et pour arriver à des sensibilisations dites centrales, basées sur des mécanismes synaptiques, basées sur des mécanismes moléculaires et constatées sur des modifications anatomiques qu'on verra jusqu'au niveau cérébral, puisque en fait, votre information nociceptive, elle remontera jusqu'à votre cerveau au niveau de l'insula, du cortex cingulaire, l'aire de l'anxiété, du cortex préfrontal, votre intelligence, et du cortex insulaire, qui est l'aire de la cognition. Donc, bien comprendre qu'une patiente fibromyalgique, ou dite comme telle, et Dieu sait si on en parle beaucoup, cette patiente fibromyalgique, elle peut très bien avoir débuté ses douleurs par des manifestations urinaires, des manifestations anorectales, et que la pérennité de ces douleurs fait la fibromyalgie. Alors ça, je vais vite passer parce qu'on vous l'a évoqué dès la première intervention. Donc implantation d'une électrode pour le percutané, des techniques d'implantation durable avec des électrodes périnerveuses. Ce n'est pas validé en France, ça existe, mais ce n'est pas validé. Et puis la neurostimulation tibiale transcutanée. Et comme il a été rappelé antérieurement, finalement peu de différence entre ce qui est du domaine du TENS et du percutané.
Alors, depuis quand on parle de douleur et de neurostimulation tibiale? Eh bien, depuis McGuire, qui a constaté dans son étude, qui a été citée également, qu'il y avait 5 patients qui avaient une cystite interstitielle, à l'époque ça existait encore, et ces 4 patients qui ont décrit avoir moins de manifestations douloureuses. En conséquence de quoi, eh bien, pourquoi pas essayer tout ça. Donc en 2003, un premier essai avec 33 patients, plutôt des hommes, des douleurs. Alors là, tout a été mélangé, ce qui prouve effectivement les gros problèmes qu'on a sur l'obtention d'études valides. Tout est mélangé, tout ce qui est du domaine de la hernie, de l'hypogase, du périanal, etc. Et on mesure quoi? On mesure des critères subjectifs, c'est-à-dire est-ce que vous allez mieux? Et les critères objectifs, c'est l'évaluation de l'EVA, mais on va dire, est-ce que ça diminue de plus de 50%, etc. Des résultats qui sont, somme toute, totalement décevants, puisqu'il y a 40% des gens qui disent qu'ils vont mieux, il y en a 20% qui ont une baisse de la douleur de plus de 50%, et que globalement, eh bien, à 12 semaines, puisqu'il s'agissait du protocole habituel, une stimulation par semaine en percutané, à 12 semaines, vous voyez qu'il n'y a que 20% des patients qui restent satisfaits. Une autre étude sur la prostatite, je suis désolé, il y avait que ça, avec un groupe contrôle, soi-disant contrôle. On vient d'évoquer la nécessité de faire des études avec des groupes sham, avec des stimulations fictives. Et là, il n'y a pas de stimulation fictive et il conclut gentiment que ça marche sur l'échelle de la douleur, mais on ne définit pas ce que c'est que la douleur, il n'y a pas de contexte, pas de traitement fictif, et puis la diminution est finalement pas très importante parce que quand vous passez de 4,3 à 7,6 ou inversement, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de notable, puisque en douleur, on estime qu'il faut au minimum 3 points de différence sur une EVA pour constater effectivement une efficacité. Une étude un peu plus récente qui est toujours du même topo, c'est-à-dire ces 33 femmes, là, 16 d'un groupe, stimulées, 17 de l'autre. On mesure la qualité de vie et on mesure la douleur à 6 mois. C'est l'une des rares études qui va jusqu'à 6 mois. Une belle conclusion en disant que ça marche, mais quand vous regardez les chiffres et quand vous faites des petites additions, vous vous rendez compte qu'à 6 mois, le niveau de douleur est exactement identique et qu'il n'y a pas de différence entre les groupes contrôle et les groupes Vérum. La dernière en date publiée de 2022, c'est une catastrophe, avec la cystite dite interstitielle. Et on constate 7 patientes sur 16 qui ont une diminution de l'EVA. Alors, encore une fois, méfiance avec ces études. Vous allez voir sur cette étude, si vous la sortez, qu'elle a un petit p qui est inférieur à 0,0000, je ne sais plus quoi, qui est très bien. Il suffit qu'il y ait sur la droite, 3 évaluations de la douleur qui soient différentes est favorable dans ce groupe pour que vous ayez un petit P significatif. Donc, avec uniquement 3 patients améliorés, vous pouvez décrire une symptomatologie améliorée, ce qui est évidemment pas significatif. Alors, ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, c'est éviter de dissimuler les absences de dissimulation, éviter les absences d'aveuglement. Tout ça, c'est les recommandations habituelles. Et avec la nécessité d'avoir des patients recrutés, mentionner les perdus de vue, tout ça, c'est pas fait. Les effets secondaires ne sont jamais étudiés. On implante des aiguilles en percutané, mais étonnamment, ils n'ont jamais d'infection. Je ne sais pas si vous avez une petite expérience, mais l'infection, même si vous y faites très attention, ça arrive. Les résultats sont mesurés, on ne sait pas trop comment. Enfin, c'est globalement pas très bon. Alors, quelle interprétation? Aucune interprétation possible, bien évidemment. On mesure les douleurs avec une échelle visuelle analogique. Ça ne veut pas dire grand-chose, puisque l'échelle visuelle analogique, c'est multidimensionnel. C'est une échelle unidimensionnelle qui traduit des effets
pluridimensionnelle, c'est une échelle globale, ça amalgame la douleur, son intensité, mais ça amalgame aussi l'anxiété, les conflits que vous avez eus avec votre voisin juste avant, et la constipation ou tout ce que vous voulez. Bon, donc des dimensions socio-psycho-cognitives dont on a vu qu'elles étaient importantes dans la douleur, et ces dimensions ne sont jamais évaluées, pourtant elles ont un effet sur la symptomatologie douloureuse. Et des études avec des groupes particulièrement complexes, et on ne mesure pas l'évolution de la douleur. Alors je vais vous montrer quelque chose pour vérifier l'activité de nos traitements. Si vous vous amusez à regarder ce que fait du diazépam, que vous connaissez bien, sur l'anxiété, si vous faites une administration ouverte, c'est-à-dire vous le dites à votre patient, je vais vous injecter du machin chose, et puis vous allez voir ce que ça fait, votre anxiété va diminuer. Si vous ne dites pas à votre patient, vous injectez du Valium, eh bien ça ne fait rien. Après ça, vous faites exactement la même chose, vous donnez du Valium à votre patient, il diminue son anxiété, et puis vous allez dire que vous allez arrêter le Valium. Si vous le dites de manière ouverte, l'anxiété remonte. Si vous le dites de manière cachée, si vous ne le dites pas, eh bien l'anxiété reste au même niveau. Ce qui revient aux effets placebo qui ont été évoqués. Alors on se dit l'anxiété c'est un truc bizarre, etc. De toute manière c'est psy, il faut rentrer à la maison. On va faire la même chose sur la stimulation profonde pour le Parkinson et vous aurez exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que si vous arrêtez une stimulation profonde de Parkinson, les mouvements qui étaient mieux contrôlés deviennent moins bien contrôlés. Si vous êtes en train de dire que vous avez que vous avez continué mais que vous avez arrêté, vous avez des résultats inverses. Et c'est ça. Alors je vous conseille vraiment les lectures de... Et on en arrive effectivement à cet effet placebo et à cette notion d'effet placebo qui s'amalgame à l'effet thérapeutique, en sachant qu'avec la douleur, vous avez grosso modo 30% d'effet placebo, quoi qu'il arrive. Hein, pour n'importe quel médicament, c'est comme ça. Donc, placebo, nocebo, qu'est-ce qui joue dans cette activité? Eh bien, l'environnement, la société, la culture, avec des effets qui sont modifiables, des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes, et des facteurs non modifiables absolument, comme l'âge, le sexe et le niveau d'éducation, ou même la génétique. À quoi on arrive? Eh bien, tout simplement au fait que qu'est-ce qu'il y a d'important dans votre prescription? Et c'est finalement ça qui prime, c'est la manière dont vous allez le prescrire. En sachant que la réponse au placebo, c'est souvent plus élevé dans les études sur la douleur, c'est-à-dire que les gens veulent vous faire plaisir et veulent que ça fonctionne. Et en conséquence, alors ça, si vous faites un petit peu d'études et puis des études industrielles, vous savez que c'est très difficile de ne pas être piégé et de ne pas piéger les patients. Plus c'est invasif, plus c'est placebo. Vous avez tous ces facteurs biologiques qui comptent et puis les attentes du patient sont importantes. Et vous avez le droit de jouer avec ça. Vous avez le droit, hein, alors on sait très bien que si c'est l'interne qui voit le patient entre deux portes, eh ben, ce sera moins efficace que si c'est vous qui y allez directement et que vous avez une grande étiquette professeur et spécialiste. Ça marche toujours mieux. Donc cet effet placebo, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien, de toute manière il est inévitable, et cet effet placebo, vous pouvez en jouer avec simplement un maximum de vérité par rapport au patient. Cette vérité, elle peut exister parce qu'en conclusion, sur l'efficacité potentielle de la neurostimulation tibiale postérieure dans la douleur, il n'y a aucune étude qui permette de dire que ça fonctionne. Ces études devraient être faites, randomisées, avec des groupes sham, des groupes contrôle et avec une rigueur méthodologique qui manifestement n'est pas encore mise en place. Je rappelle que la neurostimulation, ça n'est pas le traitement de la frustration du médecin, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui marche que, bah, tiens, je vais vous essayer la neurostime, et qu'on peut peut-être évoquer cette notion de placebo actif avec un discours qui devrait ou qui pourrait être tenu au patient. Le dispositif qui vous est proposé n'a pas montré d'efficacité, et affirmez ça. Cette efficacité
est nul sur les manifestations douloureuses que vous pouvez présenter. Certains patients dans les groupes qui ont été étudiés et dans les études ont malgré tout montré qu'ils étaient satisfaits. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce dispositif que vous êtes prescrit. Et là, enfin, on pourra évaluer ce qui est du domaine de l'effet placebo. Et je rappelle que quand vous comparez effet placebo actif décrit au patient et que vous le comparez à un placebo aveugle, c'est beaucoup plus efficace quand il est dit clairement aux patients qu'ils utilisent le placebo. Je vous remercie. Et on va terminer avec la présentation du docteur Frédéric Le Breton de Paris sur les règles de prescription, le remboursement et le suivi après prescription de stimulation tibiale transcutanée. Merci Frédéric. Voilà. Merci effectivement au comité de la CIFU de m'avoir sollicité pour parler de cet aspect très pratico-pratique sur les modalités de prescription et en pratique comment on va faire effectivement pour proposer ce dispositif aux patients. Alors j'ai un petit peu de redite puisqu'effectivement dans les choix de stimulation on a longuement parlé des techniques de percutanée ou transcutanée. Effectivement si c'est la voie percutanée qui a été le plus étudiée et qui a effectivement montré un certain bénéfice, ce n'est pas un dispositif qui est actuellement accessible en France. Donc effectivement, on se tourne vers l'utilisation de la voie transcutanée, qui est un système qui est auto-administré, qui est faisable par le patient à domicile et qui a obtenu une AMM avec une possibilité de prise en charge en France depuis 2010. Alors, est-ce que la percutanée est aussi bien que la transcutanée ou l'inverse? Effectivement, on va s'affranchir de cette partie puisqu'on a démontré qu'il y a des critères de non-infériorité sur la voie transcutanée par rapport à la percutanée. Donc, on peut faire aussi bien, effectivement, avec la voie transcutanée qui est le dispositif actuellement obtenu en France. Alors, quels sont les dispositifs que l'on a à notre disposition actuellement? En France, globalement, il y a maintenant 3 grands dispositifs que l'on peut utiliser. Le plus connu et l'historique, c'est effectivement l'appareil de neurostimulation qui est appelé Urostim 2 maintenant, qui est une voie, un dispositif filaire avec des électrodes qui sont posées au niveau du nerf tibial. Mais il existe également depuis un petit peu plus récemment des dispositifs wireless en Bluetooth, à la fois par l'organisme Eurostim et puis plus récemment, effectivement, la société Tensi Plus qui a commercialisé ces appareils de neurostimulation. Donc on a dit que c'était effectivement un appareil qui était disponible pour être utilisé par le patient à domicile, tout d'abord par un système de location pendant une durée au minimum de 12 semaines, mais qui peut s'étendre jusqu'à un maximum de 26 semaines, et avec une possibilité de prise en charge sur la location, sur l'achat des électrodes ou du gel conducteur. La durée de la stimulation, selon l'indication, elle varie effectivement entre 20 minutes à 1 heure par jour. Alors si on s'intéresse un peu plus à chaque dispositif, c'est effectivement l'appareil de neurostimulation Urostim qui a été le plus étudié avec des indications, même si les niveaux de preuve ne sont pas toujours très très importants, mais qui sont quand même assez larges, à la fois sur les troubles urinaires, l'hyperactivité, la dysurie, l'énurésie de l'enfant, sur les troubles anorectaux, qu'il s'agisse de l'incontinence fécale, de la constipation ou des troubles digestifs, et comme on en a parlé plus récemment, une prise en charge aussi possible pour les douleurs pelvipérinéales, même si effectivement on n'a pas des niveaux de preuve très élevés sur l'efficacité. La stimulation se fait sur le nerf tibial. L'intensité de la stimulation se fera en fonction de la perception du patient. L'avantage de la neurostimulation Urostim 2, c'est qu'il y a deux électrodes, 2 sites de stimulation que l'on peut utiliser soit au niveau du nerf tibial, soit au niveau des voies sacrées, que l'on peut utiliser de façon indépendante ou de façon commune. Et il y a d'autres kits qui peuvent être commercialisés, également des sondes vaginales pour la rééducation, et plus récemment l'utilisation d'un kit auriculaire pour la stimulation du nerf vague. L'intensité de la stimulation peut aller jusqu'à 100 mA et il se recharge environ tous les 2 mois sur une durée de 2 heures. Alors vous voyez qu'il y a des programmes de stimulation en fonction des indications qui sont très variés, en fait qui se sont appuyés finalement sur les différentes études qui ont été faites, en fonction des indications. Le programme le plus couramment utilisé reste pour l'hyperactivité vésicale le programme U03, effectivement avec des basses fréquences, ou U01.
Mais vous voyez qu'en fonction d'indications anorectales ou des syndromes douloureux pelvipérinéaux, avec des fréquences beaucoup plus importantes, des programmes de stimulation un peu plus variés. Alors on a effectivement celui en Bluetooth, l'Urostim Wireless, qui est également commercialisé pour des indications aussi variées que les troubles urinaires, les douleurs ou les troubles anorectaux, qui n'ont qu'un site de stimulation avec des électrodes autocollantes qu'il faudra changer effectivement de façon assez régulière et une charge qui est toutes les 8 à 10 heures d'utilisation. Plus récemment, un autre appareil aussi très ergonomique qui est le Tensi Plus, alors qui a comme indication uniquement pour l'hyperactivité vésicale de l'adulte, qui n'a pas d'indication chez l'enfant, qui est assez simple d'utilisation avec des électrodes qui ne seront pas interchangeables, mais qui seront changées 1 ou 2 fois, éventuellement tous les 1 à 2 fois par an. Donc c'est un système beaucoup moins encombrant avec des boutons qui sont un petit peu plus petits pour l'intensité de la stimulation. Alors, comment est-ce qu'on va le prescrire en pratique? Alors, en pratique, effectivement, il est important d'avoir une consultation et de prendre le temps en fait, d'expliquer au patient le maniement de l'appareil pour lui montrer effectivement où on va placer les électrodes, avec une première électrode qui se situe derrière la malléole interne, et une deuxième électrode de référence qui se situera à un travers de main au-dessus de la première électrode. On recherche, entre guillemets, les contre-indications éventuelles en sachant qu'il n'y a pas de contre-indication absolue sur l'utilisation de la neurostimulation, mais avec une certaine prudence sur les stimulateurs cardiaques, la grossesse, les thromboses veineuses profondes ou éventuellement, pas forcément une contre-indication, mais peut-être une non-indication s'il y a des troubles psychiatriques ou cognitifs. Il faudra vérifier effectivement que le patient a bien compris la manipulation de l'appareil, l'endroit où il va poser ses électrodes. Typiquement, ce sont tout à fait des consultations qui peuvent être faites dans le cadre d'une consultation infirmière où on peut expliquer au patient et prendre le temps d'expliquer, qui dure quand même une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors les modalités de prescription, on fera une ordonnance de location dans un premier temps, de location de l'appareil pour une durée de 3 mois, mais qui pourrait être prolongée de 6 mois si on a du mal à statuer, des électrodes si besoin, notamment sur l'appareil de neurostimulation. Alors, où se procurer l'appareil? Il y a plusieurs moyens effectivement de se le procurer, soit directement en pharmacie, avec le risque d'avoir des dépassements par rapport à la ligne de remboursement, ou alors aussi de façon aussi très pratique par l'intermédiaire de prestataires qui vont prendre contact avec le patient, qui vont délivrer le matériel à domicile, vérifier effectivement l'adaptation et la maniabilité du matériel et éventuellement proposer un suivi. Alors ce suivi, comment va-t-il s'organiser? Une fois que vous avez prescrit votre appareil de neurostimulation, on revoit le patient en moyenne à 3 mois, en sachant que la durée moyenne d'efficacité varie d'environ 6 semaines. Donc il faut bien préciser au patient qu'il faut effectuer cette neurostimulation de façon quotidienne pendant au moins 6 semaines avant d'observer un bénéfice. On attend au moins 2 mois avant de parler de non-efficacité de cette neurostimulation. Je crois que cet aspect très régulier de la neurostimulation est important à prendre en compte pour le patient avant de dire que ça n'a pas marché. Alors après, quels sont les critères d'amélioration? Et effectivement, dans les études, on est sur des non-infériorités ou une amélioration avec des petits P significatifs, mais quand est-ce qu'on va parler d'amélioration clinique au patient? C'est vrai qu'on n'a pas de cut-off bien précis. Est-ce qu'on va considérer que c'est 50% d'amélioration? Est-ce qu'on se base uniquement sur le catalogue mictionnel, de vérifier s'il y a une amélioration objective ou une amélioration quantitative sur la fréquence d'émission? Au bout de 3 mois, il faudra se déterminer. Soit on considère qu'il y a une efficacité significative sur les symptômes et sur l'objectif attendu de la neurostimulation. Soit effectivement, le patient n'a pas bien compris, il y a eu des difficultés de la neurostimulation, il n'a pas effectué ça de façon régulière. On peut prolonger la durée de la location pendant encore 3 mois, puisqu'il y a une prise en charge qui est de 6 mois sur la location. Soit effectivement il n'y a aucune efficacité, il y a eu un traitement médical bien conduit, on arrête, on rend l'appareil et on envisage effectivement d'autres types de thérapeutiques. Alors après le suivi, et qu'est-ce qui se passe au bout des 3 mois? Alors là, effectivement, si la majorité des études ont montré quand même une certaine amélioration, notamment dans l'hyperactivité vésicale, qu'est-ce qu'on va préconiser aux patients par la suite? Effectivement, le maintien de l'effet va dépendre du nombre de séances qui ont été faites de façon initiale, et on se rend compte qu'effectivement, l'arrêt brutal du traitement entraîne 50% de rechute au bout de 6 semaines. Donc ce n'est pas immédiat. Et du coup, on a plutôt tendance à proposer aux patients de continuer les stimulations avec un espacement des séances
2-3 fois par semaine, tous les 2 à 3 jours, de façon régulière. En tout cas, insister sur le maintien et la reprise et la continuité de cette neurostimulation au risque de voir réapparaître les symptômes. Donc voilà, la conclusion sera très simple. Je pense que le côté subjectif et le fait d'être déjà convaincu par l'efficacité de ce traitement aura aussi un effet qui rentre certainement dans le côté placebo et dans l'efficacité des patients, dans l'efficacité de cette neurostimulation. Et le fait d'avoir bien prescrit, bien accompagné le patient, bien explicité ce que l'on attendait de cette neurostimulation, améliorera également l'observance et l'adhésion du traitement. Je vous remercie. Merci Frédéric. Parfait. Une question ? Philippe de Bonitance. Une question pour Amandine. Tu nous as dit qu'en première intention, tu mettais la neurostimulation avant les injections de toxines botuliques, alors que dans ton organigramme, c'est comme ça. Alors que bien souvent, on nous dit qu'à un moment donné, il faut choisir ou entre la neurostimulation ou entre le Botox, mais c'est souvent des papiers plutôt des urologues. Alors je pense, là c'est des papiers sûrement sur la neuromodulation sacrée, non? Parce que c'est vrai qu'en tout cas les papiers où j'ai pu lire justement ce choix qui peut être fait par les urologues, c'est vrai qu'ils parlent souvent de neuromodulation sacrée et versus justement injection de toxines botuliques intradétrusorienne dans l'hyperactivité idiopathique, qui a l'AMM. C'est vrai qu'en revanche, oui, en première ligne de traitement, si on est vraiment dans une hyperactivité idiopathique et qu'il n'y a pas de contexte neurologique, c'est certain que je n'irai pas, en tout cas, moi, dans ma pratique clinique, proposer de prime abord des injections de toxines botuliques intradétrusoriennes, alors qu'en effet, on a, encore une fois, les règles diététiques, les anticholinergiques, la neurostimulation tibiale et d'autres traitements en première ligne qui sont possibles. Et puis, sur le plan même socio-économique, la stimulation tibiale, c'est quand même pris en charge intégralement par les patients, ce qui n'est pas le cas du Botox. Enfin, il y a même d'autres toxines maintenant dans l'hyperactivité idiopathique, donc c'est un élément à considérer. Et puis, il y a quand même le côté non-invasif versus tout de même invasif, anesthésie, etc. Gérard Merinco ? Oui, non, c'est juste quelques remarques. Premièrement, qui peut le plus, peut le moins. Je crois qu'il faut rappeler les travaux de Marianne sur la vessie neurologique. Quand ça marche très bien sur une hyperactivité du détrusor faramineuse du fait d'une lésion spinale, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas bien sur l'hyperactivité idiopathique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus débat, c'est-à-dire stimulation transcutanée ou percutanée, c'est strictement la même chose. Quand on fait un peu d'électromyographie, quand on connaît la transmission du courant au niveau du nerf, les impédances, etc., on sait très bien que ça marche de la même manière et qu'on délivre au sein du nerf le même type de stimulation. En fait, le percutané est très intéressant sur le plan, je ne sais plus qui l'a rappelé, mercantile, pour que le patient puisse retourner régulièrement à la clinique aux États-Unis et payer à chaque fois grassement l'institution qui le prescrit. Une autre remarque, c'est que en fait, dans les recommandations, je ne sais plus si c'est Amandine ou si c'est toi, Marianne, qui les avait rappelées, les recommandations de l'EAU et de l'EAUA, ça ne vient pas dedans parce que justement, c'est du percutané et ça vient en troisième ligne parce que c'est beaucoup plus simple de prescrire du mirabegron ou un petit bout d'anticholinergique que quelque chose où ils vont revenir. Donc c'est bien pour ça que ça arrive en troisième ligne et non pas en première ligne comme on le fait parce que pour nous, c'est évident. Une dernière remarque, chez la personne âgée, chez la femme âgée, puisqu'on est dans un public de gynécologie, je crois que tout le monde l'a rappelé, la morbidité est complètement nulle. On décrit de plus en plus des effets centraux cognitifs des anticholinergiques qu'il faut absolument utiliser, que ce soit pour une incontinence fécale ou que ce soit pour une incontinence urinaire, ce type de thérapeutique qui est parfaitement accepté. On a fait une étude récemment avec Rebecca Haddad dans le service sur la compliance des patients, elle est absolue, et notamment la personne âgée. Et tout à fait, merci Gérard pour ces remarques. Et pour rester sur la situation de la personne âgée, il y a aussi plusieurs publications et de bonne qualité pour le coup qui montrent que dans ces populations fragiles, outre le fait que ça n'expose pas aux effets secondaires cognitifs, ça peut améliorer les troubles de la vidange vésicale qui sont souvent associés aux troubles du stockage chez les personnes âgées et les troubles anorectaux, ou en tout cas éviter la constipation iatrogène. Donc oui, c'est bien sûr à retenir. Et je pense que même si on s'affranchit de ces aspects
percutanée et mercantile, et qu'en France, on n'a que la transcutanée. C'est peut-être aussi pour ça que les recommandations, pour le moment, elles ne sont pas actualisées. Mais on sait bien qu'à chacun de nos congrès, il y a quand même un engouement pour la prescription en première ligne. Et que très probablement, dans les futures recommandations, eh bien, la stimulation tibiale apparaîtra en première ligne. Parce qu'on a des arguments pour. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des arguments pour dire, notamment dans la douleur, que ça marche, qu'on en a pour dire que ça ne marche pas. On n'a juste pas les études. Tu as tout à fait raison d'insister sur la double incontinence urinaire et fécale, où c'est vraiment l'indication élective. Ouais. C'est un peu pour ça que la toxine, dans les débats habituels, vient toujours après la neuromodulation, qui a une double incontinence. Et puis la toute dernière remarque, et je laisse Guillaume parler, c'est qu'en dehors du nerf tibial, point de salut, c'est pas vrai. C'est-à-dire que toutes les études, il y a plein d'études expérimentales qui ont bien montré qu'il suffit de stimuler quelque part au niveau des afférences sensitives. On peut stimuler sur le quadriceps, on peut stimuler sur le genou, et ça va fonctionner strictement de la même manière. Il n'y a qu'à voir les études urodynamiques sous neuromodulation, sous stimulation. Merci. Guillaume Meuret. Oui, moi j'ai 3 petites questions à chacun des orateurs, donc je m'inclus aussi dedans. Mais j'aimerais, pour que le message soit vraiment clair, la première question, c'est dans vos domaines respectifs, donc Amandine et M. Battier aussi, est-ce que vous pensez qu'il existe un effet de cette neurostimulation tibiale qui est au-delà de l'effet placebo? Je ne suis pas sûr qu'on ait clairement donné le message chacun dans son domaine. Alors, dans le mien, je pense que oui, et après je vous laisserai répondre. Je fais mes 3 questions. Est-ce qu'il y a vraiment un effet? Le deuxième, c'est est-ce que vous pensez qu'on l'a vu passer, mais on n'a pas insisté trop, la double stimulation peut avoir un effet différent ou potentialiser les effets d'une stimulation qui serait unilatérale? Et ma 3e question, parce qu'au départ c'est comme ça que ça avait été présenté dans la sphère digestive, c'est est-ce que cette neurostimulation tibiale, elle peut être un facteur prédictif d'efficacité de la neuromodulation sacrée, parce qu'on base quand même notre pratique sur le fait qu'a priori, c'est les mêmes voies de conduction et ça nous permettrait de mieux sélectionner les patients. Alors pour ma spécialité, je réponds, puis après je vais vous laisser répondre. Oui, je pense qu'il y a un effet. On essaie de gommer l'effet placebo et on y arrive dans les revues systématiques. On a quand même un effet propre. La double stimulation, je pense qu'elle n'a jamais été évaluée. Donc pour la sphère anorectale, vraiment, je ne peux pas dire. Et puis pour j'ai oublié ma 3e question. Facteur prédictif, alors ça n'a jamais été démontré dans la sphère anorectale. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet prédictif. Voilà. À défaut, il n'a pas été démontré que ça puisse être un facteur prédictif. Merci Guillaume. Alors sur le plan urinaire, je dirais la même chose, c'est-à-dire que de toute façon, on voit l'hétérogénéité des résultats quand on voit qu'une efficacité, que la stimulation transcutanée est efficace de 40 à 90% dans l'étude, la revue de la littérature. Clairement, il y a de toute façon une telle hétérogénéité qui a probablement un effet placebo. Après, je pense que sur le plan urinaire, il y a également un effet quand même maintenant, et Marianne l'a quand même mis en avant aussi par les différents mécanismes que tu as cités, il y a quand même des origines neurologiques qui sont communes avec justement les afférences sensitives, etc. au niveau vésical. Donc je pense qu'il y a quand même un effet, au-delà de l'effet placebo, un effet mais qu'on n'explique peut-être pas encore très bien, et c'est certain, mais qui a sûrement quand même un effet neurologique par la stimulation donc justement des afférences sensitives. Au-delà de ça, sur l'effet sur la valeur prédictive, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié, mais on se pose souvent la question sur le trouble urinaire, cette valeur prédictive de l'efficacité ou pas de la neurostimulation tibiale sur l'éventuelle efficacité de la neuromodulation sacrée. En pratique quotidienne, en tout cas, moi, même quand par exemple il y a des patients qui ont une efficacité sur le plan de la neurostimulation tibiale, ça ne préjuge pas, et parfois il peut y avoir un échec quand même quand on fait un test de neuromodulation sacrée, et ces patients-là ne répondront pas à la neuromodulation sacrée. Et Alexia Even et Pierre Denis avaient publié un papier il y a quelques années sur cette valeur prédictive chez le patient neuro, il n'y en avait pas. Et pour revenir quand même sur l'effet placebo, il y a des papiers pour le coup, nous, qui ont démontré sur la sphère urologique un effet supérieur au placebo, et notamment chez la personne âgée d'ailleurs, et chez le patient neurologique. Si je peux compléter, on a surtout des vérifications urodynamiques. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui a une hyperactivité du détrusor, tu lui branches la stimulation, 3 minutes après, tu n'as plus du tout d'activité. Chez le neuro, Gérard. Chez le neurologique. Chez le neurologique. Voilà, c'est ça. C'est un très joli modèle.
Le caractère prédictif, effectivement, en urologie, il n'existe pas. Le côté controlatéral, ça aussi, c'est une question. C'est-à-dire, si ça ne fonctionne pas du côté gauche, est-ce que tu vas le prescrire du côté droit? Ça a été fait pour la neuromodulation sacrée avec une certaine efficacité. Nous, on est en train de mener l'étude et il semble que chez certains patients, ça ne fonctionne pas d'un côté, tu le mets de l'autre et ça fonctionne. Puis de l'autre côté, le caractère prédictif, je ne connais pas beaucoup de patients chez qui la stimulation tibiale marche et qui veulent quand même se faire implanter un stimulateur. En revanche, pour la stimulation aussi, oui, en effet, je n'ai pas répondu. Il y a quand même dans une des études, pour l'idiopathique, encore une fois, sans pathologie neurologique sous-jacente en tout cas, il y avait une des études, je ne l'ai pas redit, mais où ils ont étudié justement l'effet double stimulation versus... Et en fait, il n'y avait pas de différence statistiquement significative sur cette utilisation-là. Mais en revanche, il y a certains patients, je pense qu'en effet, ça vaut le coup quand même, avec probablement cette part aussi de placebo, de tenter. Moi, je voulais poser une question à M. Meuret. En fait, il nous a parlé surtout d'une efficacité dans les troubles anorectaux, les problèmes d'incontinence anale. En fait, voilà. Donc, M. Meuret, vous nous avez surtout parlé d'une efficacité dans l'incontinence anale avec la stimulation tibiale postérieure. Or, en pratique, on est souvent confronté à des gros problèmes de constipation, de dyschésie, qui sont majorés, bien sûr, par les anticholinergiques. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu quelle était votre expérience sur ces problèmes de constipation, de dyschésie, de dysynergie anorectale et d'anisme éventuellement auxquels on est confronté de temps en temps. Est-ce qu'il y a une efficacité dessus? Est-ce qu'on peut essayer cette thérapeutique? Je vous remercie beaucoup pour la question. C'était une excellente question parce que je vais répondre peut-être de façon un peu formelle. Je pense que la littérature aujourd'hui ne permet pas de valider ces approches thérapeutiques dans les troubles de l'évacuation du rectum. Du moins, les essais qui ont été faits pour démontrer cet effet n'ont jamais été plus loin que des effets très préliminaires, des théories, et en pratique, dès qu'on arrive au stade même d'études cas témoins ou randomisées, que ce soit pour la neuromodulation sacrée ou bien la neurostimulation tibiale, on n'a pas réussi à démontrer de preuves, bien moins que dans l'incontinence anale. Cela dit, après on est forcé d'avoir des convictions. Un des grands effets de l'amélioration de la continence, c'est d'améliorer la vidange du rectum. Et beaucoup de patientes, et on commence à voir ces études dans la littérature qui sont suivies pour neuromodulation sacrée cette fois, on montre que, en fait, une des raisons pour lesquelles on limite beaucoup les fuites, c'est qu'on améliore la vidange complète du rectum. Et donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que chez les hyperconstipés, on a du mal à démontrer un effet de la neurostimulation, quelle qu'elle soit. Mais chez les patients qui sont incontinents, une des raisons pour lesquelles on les améliore, c'est qu'on vide mieux le rectum. Puisqu'on peut être incontinent et ne pas vider le rectum, c'est-à-dire être constipé et incontinent. Et donc ça, c'est un grand paradoxe, c'est très difficile de démontrer. Une des explications, c'est que probablement dans le groupe des patientes qui sont constipées, vous avez évoqué déjà plein de termes, l'anisme, la dyschésie, la constipation de transit, la constipation par défaut de compliance, la constipation par manque complet de sensibilité du rectum. Il y a déjà tellement probablement de pathologies qui ont pour résultante cette stagnation des selles dans l'ampoule rectale qu'une partie de ces patients probablement tirerait bénéfice de la neurostimulation. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire plus. Donc moi j'ai une question pour Monsieur Vattier par rapport au traitement par neurostimulation pour les maladies inflammatoires. Parce qu'en fait j'ai été étonnée de ça, mais en même temps maintenant on a pas mal de demandes de la part de nos patientes pour traiter l'endométriose avec de la neurostimulation aussi. Et donc je voulais savoir si pour les maladies inflammatoires il y avait une explication. Alors actuellement on n'a pas d'explication. Il y a un lien qui est découvert et qui fait de plus en plus de papiers sur les phénomènes neuro-inflammatoires induits par la nociception, et donc avec une activation microgliale. Dans les maladies inflammatoires digestives, il y a effectivement un
problème microglial de transmission au niveau neurologique, et on sait que ça s'active. Ça existe également dans l'endométriose. Et moduler la nociception va certainement, mais ça n'est absolument pas démontré, potentiellement diminuer le processus inflammatoire. C'est, à mon sens, actuellement le seul niveau d'explication qu'on pourrait avoir. C'est l'implication microgliale, neuronale, qui fait qu'il peut y avoir une activité anti-inflammatoire de la stimulation dans les maladies. Alors, dans la douleur, bon, j'ai plus d'expérience, mais si vous voulez, dans la douleur, quand on fait de la stimulation sacrée, quand on fait de la stimulation médulaire coordonale postérieure, on sait qu'à un niveau T8, par exemple, on va avoir plutôt une action microgliale que l'action du gate control qui était hypothétiquement utilisée pour expliquer notre efficacité. Et donc, cette action microgliale, elle devient prééminente. Et cette action microgliale immunitaire va très certainement avoir un jour, on va expliquer qu'il peut y avoir un lien entre stimulation et maladie inflammatoire. Donc là, il n'y a pas d'évaluation pour l'endométriose actuellement. Et le niveau de stimulation pour l'endométriose, le niveau de stimulation? Alors pour l'endométriose, avec une revue de la littérature particulièrement récente, parce qu'il y a des tas de gens de l'industrie qui m'agacent, je n'ai absolument aucune preuve de l'efficacité sur l'endométriose. Absolument aucune. Encore une fois, il n'y a pas de réalisme dans les études qui sont faites. On part du principe que ça va marcher, on est bien content, etc. Mais il n'y a pas de groupe sham, c'est pas randomisé, c'est des petits groupes, c'est l'expérience personnelle de monsieur machin chose. Ça ne peut pas aller. Donc moi, je ne peux pas dire ça va marcher. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Oui, juste, non pas un complément, je ne me permettrai pas, je ne suis pas algologue, mais pour revenir sur le côté inflammatoire de l'endométriose, plus que de stimuler le nerf tibial, je vous suggère fortement d'essayer des stimulations vagales par voie transauriculaire. On a publié tout récemment dans la revue américaine de rhumato un papier sur les mécanismes anti-inflammatoires de la stimulation du nerf vague sur les phénomènes d'arthrose inflammatoire. Et ça marche remarquablement bien, y compris sur la douleur, ces stimulations vagales. Alors, il manque beaucoup d'études randomisées. Il ne reste pas moins vrai qu'à essayer quelque chose, personnellement, j'essaierais plutôt une stimulation vagale qu'une stimulation du nerf tibial pour la douleur et pour ces phénomènes d'endométriose. Et juste un petit complément pour un détail pratique, s'il y avait des futurs prescripteurs dans la salle des appareils de stimulation tibiale, notamment de la firme Choix Médicaux, puisque l'autre, Tensi Plus, il est de toute façon pas programmable, il n'a qu'un seul programme, mais c'est de l'intérêt, effectivement, tu l'as souligné Frédéric, de plutôt le prendre chez un prestataire plutôt qu'en pharmacie, parce que outre le fait qu'il y ait des dépassements dans la pharmacie, c'est que surtout ils ne sont pas programmés, et donc les patients ne bénéficient pas des paramètres de stimulation optimum. On a encore le temps pour une ou deux questions si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Florence, bonjour. Merci. Merci pour toutes ces présentations. Moi, j'avais plutôt une question pour Frédéric. Concernant justement la prescription, on a longtemps entendu que la prescription d'un neurostimulateur à domicile n'était pas possible en même temps qu'une rééducation périnéale, puisqu'on était sur un nouveau-traitement à domicile, alors que le traitement de l'incontinence en rééducation se faisait au cabinet. Voilà, moi j'ai rien retrouvé dans les textes, mais je voulais avoir votre expertise. Alors, franchement, j'ai jamais eu d'obstacle et je demande si des gens ont rencontré des problèmes, mais je crois qu'il n'y a pas de contre-indication. On est sur 2 prescriptions différentes, donc moi j'ai jamais rencontré d'obstacle particulièrement à l'utilisation d'une neurostimulation et de la rééducation périnéale en même temps. Voilà, oui. C'est parce que de plus en plus de kinésithérapeutes utilisent et intègrent au sein de leurs séances de rééducation des séances de stimulation tibiale. C'est peut-être de là que vient la confusion. Mais en pratique médicale, on n'a aucune difficulté à prescrire l'allocation, voire l'achat d'un appareil et une rééducation périnéale auprès d'un kinésithérapeute ou d'une sage-femme. Hein. Ouais, même sur des sites comme Périnée Shop, c'est marqué « Attention, le remboursement n'est pas possible dans le cadre d'une stimulation à domicile conjointement avec des séances de rééducation. Non, je crois que rien n'argumente ceci. Moi j'ai relu tous les textes d'Amélie, j'ai jamais trouvé quelque chose, mais bon, peut-être que je suis pas
passe à En côté. fait, on est sur des bases de prescription chez un thérapeute et après, c'est du matériel en fait qui est acheté. Hein. Donc, ce sont 2 prescriptions différentes. Ah oui, oui. Peut-être au micro. Ah oui, vaginale. La sonde vaginale. Hein. Oui. Je crois que le truc de la prescription, c'est sur la sonde, parce que du coup, les kinés peuvent prescrire leur propre sonde pour la rééducation. Et du coup, si vous, à côté, vous prescrivez une autre sonde de rééducation endovaginale, là, je pense qu'il peut y avoir un peu chevauchement. Mais sur la stimulation tibiale postérieure, il n'y a pas de raison. Quelques patients, alors je suppose que dans le domaine des patients neurologiques, vous devez avoir ça. Alors on a des patients qui ont des stimulations médulaires pour des douleurs, qui ont des stimulations transcrâniennes, qui ont de la stimulation vagale pour le syndrome d'intestin irritable, et on va faire de la neurostimulation tibiale. Je pense qu'il doit y avoir un arc électrique quelque part dans l'organisme, qui fait que ça doit être assez confus. Si on fait le parallèle avec les médicaments, où on sait qu'à partir de 3 médicaments, la pharmacodynamique est absolument ininterprétable. Je pense que l'électrostimulation, on va arriver aux mêmes situations, donc c'est bien de clarifier parfois. Si en plus on rajoute une sonde vaginale d'électrostimulation, il y en a partout. Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 questions? Non. Bon, je pense qu'on va conclure. On remercie les orateurs. Je pense qu'il faut quand même, enfin en tout cas, nous on se dit partir d'ici quand même avec une idée, c'est qu'encore une fois, dans les troubles fonctionnels, que ce soit urinaires ou du transit, en tout cas, on a quand même des effets en pratique quotidienne qui restent bien acceptables et bien positifs pour certains patients, et qu'il ne faut pas hésiter. Encore une fois, c'est non invasif et c'est simple. Peut-être avant de parler d'autres traitements, en tout cas ne pas hésiter à le prescrire dans ce cadre-là, quel que soit finalement le mécanisme, placebo, pas placebo ou autre. Voilà. Et en première intention. Oui, merci. Bonne journée à tous.